Une découverte scientifique. Au siècle dernier, les scientifiques ont découvert qu'il y avait un nerf dans le cerveau, dans la partie arrière du crâne, qui nous permettait de mettre en route le système de la mémoire. Comprendre comment, en réalité, avec un geste, avec un mouvement, on peut mettre la mémoire en route. Au siècle dernier, un jour, le Rav Menachem Mendel Schneerson, c'est le frère du Rabbi Shalom Dov Ber, le Rabbi Rachab, le 5e maître de la dynastie Chabad. Il est avec son frère, ils étudient la Torah, quand son frère lui dit « J'ai lu dans le journal ce matin qu'on a fait cette découverte scientifique. Un nerf dans la boîte crânienne permet de mettre en route la mémoire. C'est lui qui est responsable de la mémoire. » Rabbi Shalom Dov Ber s'est levé. Il s'est dirigé vers la bibliothèque qui se trouvait derrière lui, a tiré un livre du Admour Haim Tsaï, le fils du Rabbi Shimon Zalman du Liadi, le fondateur de la Chassidoute, Chabad. Il lui a montré, dans une page, au coin d'une page, comment le Admour Haim Tsaï avait déjà parlé de cette découverte-là, plusieurs dizaines d'années auparavant, si ce n'est centaines. Alors, il lui a dit, voilà, tout est écrit dans la Torah. Ne t'imagine pas que le Admour Haim Tsaï était lui aussi médecin, lui était aussi chercheur ou scientifique et qu'il avait la capacité de comprendre ce qui se passait dans la boîte crânienne. Ça n'est pas du tout cela. C'est qu'il sait ce que les scientifiques ont pu découvrir, puisque tout est écrit dans la Torah. Tout a une base dans la sagesse, dans les secrets de la Torah. Et lors de l'enchaînement des mondes et lors de l'enchaînement de tout ce qui se crée ici-bas sur Terre, dépend de ce qui a été écrit dans la Torah. Donc, ce que le scientifique peut découvrir a déjà été écrit dans la Torah. Est-ce que vous avez déjà vu un pommier? Des pommiers, magnifiques arbres qui donnent des pommes. Et plus globalement, les arbres en général. Les arbres en général, c'est l'exemple type de ce que peut décrire le développement. Dans un arbre, il y a d'innombrables détails. Et ces détails-là sont les définitions même de ce développement, de ce qu'il est. Dans un arbre, il y a une racine, il y a un tronc, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a parfois des fruits, des bons fruits. Mais tout a démarré d'un commencement. Et ce commencement-là, c'est quoi? C'est cette petite graine que l'on a semée dans la terre. Une toute petite graine qui va donner ce que nous voyons ensuite. Le pommier, cet arbre-là qui a commencé, qui a démarré parce qu'il y a eu cette petite graine de pomme là, qui a été mise en terre. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est si je prends cette petite graine de pomme dans ma main, est-ce que cela veut dire que j'ai dans ma main ce pommier-là qui va donner tous les fruits par la suite? Ou est-ce que j'ai juste une petite graine? Est-ce que quand j'ai le potentiel, j'ai tout ce qui va découler de ce potentiel-là? La réponse est oui et non. D'un côté, toute l'arbre, tout ce que cet arbre-là va donner, va produire, se trouve dans cette petite graine-là. Pourquoi? Parce que tout est dans le potentiel de la graine. D'un autre côté, la graine dans cette situation actuelle dans laquelle il se trouve ne correspond pas du tout à ce qu'est l'arbre et même pas la pomme. On l'imagine bien, dans cette petite graine, il n'y a même pas la consistance, il n'y a pas le poids que va avoir cet arbre-là ou même la pomme. Il n'a pas la couleur de la pomme. Il n'y a pas l'odeur de la pomme. Il n'y a pas le goût de la pomme. Pour que ces graines-là puissent donner ces pommes-là, il va y avoir un processus qui va être mis en route. On va d'abord prendre cette petite graine, on va la planter dans la terre. Ensuite, on va la breuver. On va y mettre de l'eau dans cette terre-là, jusqu'à ce que cette petite graine puisse s'ouvrir, s'épanouir, se développer. Elle va se développer, à la fin de ce processus, il va y avoir ce pommier. Et dans ce pommier, il va y avoir des pommes qui auront un goût sucré, ou moins, en tout cas. Ces deux étapes-là dépendent l'un de l'autre. La graine ne vaut rien s'il n'y a pas l'élaboration, l'évolution et le développement. Et puis, de l'autre côté, le développement dépend de cette graine-là. S'il n'y a pas de développement, la petite graine peut pourrir. Et justement, c'est ce que nous allons voir, c'est parce que la graine pourrit à un moment qu'il y a cette renaissance, le miracle de la renaissance d'une petite graine qui va donner ensuite cet arbre-là. Il est dit dans le texte, Ki ha'adam etz hasadeh, l'homme, c'est un arbre des champs. La création, la constitution de l'homme se fait de ces
dans ces deux étapes et par ces deux étapes-là. D'un côté, c'est le processus de la gestation. Nous avons parlé des parents à l'épisode précédent. L'épisode précédent nous a décrit ce qu'était le père, la mère, l'associé, Akadosh Baruch Hu, Dieu. Et le commencement de cette gestation-là, c'est cette graine-là. Le processus de gestation, c'est le développement de cet enfant-là qui va grandir, qui va prendre forme, comme cet arbre-là qui devient ce qu'il est à partir de cette petite graine. C'est extraordinaire de développer, de découvrir qu'en fait, l'intellect aussi a ce processus d'évolution et de naissance et de renaissance qu'il pourrait y avoir dans cet arbre-là, dans ce pommier, ou même dans la création de l'homme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute compréhension intellectuelle, toute explication intellectuelle, tout démarre par cette petite graine. On pourrait dire que même tout développement technologique dépend en réalité de cette petite graine, de ce petit point de base. D'abord, il y a ce petit flash intellectuel, cette petite notion qui vient, cette étincelle qui vient nous émerveiller, qui nous permet de comprendre des situations à un moment précis. Ensuite, il y a le processus de gestation intellectuelle ou même technologique, c'est-à-dire développer ce que nous avons initié par cet intellect-là de Chokhmah. Il y a cette étape-là de développement, c'est une étape où, par exemple, on va vérifier en fonction des idées que nous avons, est-ce que cela correspond à nos valeurs, à nos capacités intellectuelles, physiques, morales. On va essayer de trouver des solutions pour matérialiser cette idée, pour lui permettre d'évoluer, de prendre corps, dans tous les sens, et en fonction de l'endroit, de l'espace et du temps dans lequel on se trouve. C'est un peu comme cette graine-là, qui ne ressemble pas du tout à cette pomme. L'idée aussi, quand on la voit, on ne voit pas du tout ce que cela va donner ensuite. On s'imagine, on le veut, on le souhaite, mais ensuite il va y avoir tout un processus qui va devoir se mettre en route. Lorsqu'il y a l'idée, parfois l'idée nous paraît tout petite, et ensuite on n'est même pas capable de savoir que les conséquences vont être extraordinaires. Parfois l'idée que nous avons, elle dépasse complètement la forme de matérialisation, de concrétisation qui pourrait être nécessaire, et elle dépasse tellement qu'elle sort des limites de ce qu'on sera capable de faire ou pas. Autrement dit, on ne pourra pas aboutir à quelque chose. C'est ce qui se passe entre la différence entre la sagesse, la Chokhmah, ce que nous appelons Chokhmah, la première des 10 séphirotes, des 10 midot, et la Bina. La Chokhmah, c'est l'idée, c'est le flash, c'est la première graine intellectuelle. La Bina, c'est le développement, c'est la gestation, la construction comme quelque chose de concret, qui est bâti. C'est la raison pour laquelle vous savez que la Chokhmah comparée à l'homme, la Bina comparée à la femme, chacun a son rôle. Concrètement, on sait que même chez les hommes, il y a différentes personnes. Il y a ceux qui font partie de ceux qui ont les idées, et il y a ceux qui font partie de ceux qui agissent. Il y a ceux qui ont la sagesse, qui ont des idées nouvelles, mais qui savent beaucoup moins comment les mettre en œuvre, comment les développer. Et il y a ceux qui ont plus de capacité de bina, de discernement, de compréhension, qui ont plus l'esprit de synthèse, et eux seront en mesure de trouver les moyens, les solutions pour permettre l'accomplissement et l'aboutissement de ces idées qui ont pu être développées par d'autres personnes. Chacun a sa particularité, chacun est ce qu'il est. La question c'est comment vous, chacune et chacun d'entre vous et de nous, tous ici, là présents, comment est-ce que nous voyons les choses? Est-ce qu'on se range plutôt du côté de ceux qui ont les idées ou ceux qui accomplissent ces idées? Ceux qui synthétisent et qui sont capables de matérialiser les idées? C'est une question qu'on peut se poser chacune et chacun. Où est-ce qu'on se place dans cette histoire? Quand on est capable de mettre le doigt sur ce que nous sommes, plutôt celui qui a l'initiative première intellectuelle, plutôt quelqu'un qui a des idées, ou plutôt quelqu'un qui matérialise, qui synthétise. Une fois qu'on sait détecter ce que nous sommes, et ce que nous faisons, nous apprenons à connaître un petit peu ce processus que nous avons chacune et chacun dans notre intellect, dans notre cœur, dans nos émotions, eh bien ça nous permet de voir un petit peu plus le chemin que nous devons prendre et qui nous amène vers cet aboutissement-là. La Kabbalah nous le dit. Chokhmah et Bina sont appelés Abba Ima, le papa, la maman. Dans le processus, nous l'avons dit, de cet enfant-là qui va naître, quand il vient, le père c'est celui qui donne cette petite graine. Physiquement, c'est ce qui se passe. La maman, c'est elle qui va
développer cette petite graine-là pendant de longs mois de gestation. Donc, si on regarde ici le père, celui qui correspond à la chorma, qui est cette petite graine-là, qui correspond à la bina de l'autre côté. D'ailleurs, les textes nous disent bina yetera, nitna baisha. La femme a cette capacité d'analyse, de synthèse que l'homme n'a pas. Lorsqu'on parle de l'âme de l'homme, la sagesse, la compréhension, le discernement, c'est aussi ce qui va être le début, la petite graine qui va donner tout le processus des émotions qui vont venir juste après. La bina, elle va ouvrir, elle va développer l'idée, elle va créer toute une construction véritable. Le papa et la maman ont des enfants, Baruch Hashem, en bonne santé, pour chacune et chacun d'entre nous, jusqu'à 120 ans. Et oui, ce papa et cette maman-là, ce sont les sentiments qui vont naître de cette chorma, de cette sagesse. Très important de faire attention à notre pensée, c'est elle qui fait naître ce qui va se passer ensuite dans nos émotions. L'intellect, lui, c'est lui qui amène l'émotion. Et lorsqu'un homme arrive à un aboutissement intellectuel, il comprend que c'est bon pour lui, alors il va développer tout un système pour mettre en œuvre la matérialisation de ce qui est bon pour lui. Il va tout faire, tout ressentir pour amener à ce sentiment-là, à cet épanouissement. Lorsqu'un homme comprend que c'est négatif, alors il va développer en lui tout un système sentimental et émotionnel qui va lui permettre de gérer cette crainte ou cette peur en fonction. D'après vous, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le sentiment, c'est une conséquence de l'intellect? Est-ce que c'est l'intellect qui génère tout cela? Est-ce que le sentiment est influencé par l'intellect ou pas du tout? Alors, on pourrait donner une petite réponse et dire qu'en réalité, il suffit de regarder un petit enfant. L'enfant, il a un intellect, mais un intellect qui est très petit. Et comme son intellect est petit, alors tout ce qu'il comprend, c'est petit. Un enfant se met très vite en colère. Un enfant se met très vite à jalouser celui qui est en face. Pourquoi? Parce qu'il n'existe, lui, que pour ce que l'autre peut lui apporter. L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est ce que l'autre peut me donner. L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est ce que les gens qui sont autour de lui peuvent lui donner. Il n'existe pas pour lui, enfin, il existe que pour lui, mais les gens existent autour de lui que pour ce qu'il est lui. Ils sont là pour le servir, quelque part. Donc quand il n'a pas ce qu'il veut, il pleure. Il se met en colère. Quand il voit un autre, il lui jette l'objet, il lui prend l'objet. Il ne supporte pas que l'autre ait. Pourquoi? Parce que ses capacités intellectuelles ou émotionnelles sont restreintes. Et comme elles sont restreintes, il est tourné vers lui-même. Grandir, c'est comprendre qu'il y a un autre. On sort de nos limites. Grandir, c'est être capable d'accepter l'autre. Plus on grandit, on peut être un enfant aussi quand on est adulte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'autre. Et quand on ne voit pas l'autre, on est dans l'égocentrisme, dans le narcissisme. Il n'y a que le moi personnel qui nous intéresse. Un enfant qui se retrouve face à un fossé, les doigts dans la prise, il n'y voit pas, lui, de gravité, de danger. L'adulte qui est en face voit la gravité, parce qu'il voit les limites, il voit ce qui se passe autour. Il a cette capacité d'analyse, de synthèse, que l'enfant, lui, n'a pas. Ce que nous voyons ici, en réalité, c'est que les différences intellectuelles ou émotionnelles vont dépendre de notre capacité de discernement et de synthèse. Plus on sera capable de faire la bonne synthèse, plus on sera capable de générer un changement dans notre existence. À très bientôt.